Au printemps, quand on regarde un rucher, c'est fascinant. On a l'impression que tout explose de vie. Mais si on regarde de plus près, on voit souvent un énorme contraste. D'un côté, des colonies qui sont de vraies bombes, et juste à côté, d'autres qui peinent à démarrer. C'est ça, le grand paradoxe du début de saison. Et ça nous met face à un vrai dilemme. Une question que tout apiculteur se pose. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse les ruches super fortes continuer leur course folle au risque qu'elles essaiment et qu'on perde la moitié des abeilles? Ou est-ce qu'on leur prend un peu de leur force pour donner un coup de pouce aux plus faibles? Voilà le tableau. À gauche, les ruches en plein boom. La population explose, ça bourdonne dans tous les sens et la fièvre de l'essaimage n'est jamais loin. Et à droite, les colonies qui ont du mal. Elles stagnent, parfois même elles régressent. Ce sont vraiment deux mondes qui coexistent et qui nous forcent à prendre une décision. Alors que beaucoup d'entre nous hésitent, se demandent quelle est la meilleure option, eh bien les apiculteurs professionnels, eux, ils n'ont aucun doute. Ils ont une stratégie bien rodée. C'est cette approche, cette méthode vraiment intelligente qu'on va décortiquer ensemble. Une méthode qui va non seulement nous aider à éviter l'essaimage, mais aussi à préparer une millée optimale. D'accord. Alors, avant de sauter sur la solution, il faut qu'on comprenne bien le problème à la racine. Pourquoi est-ce qu'on a un tel fossé qui se creuse entre les colonies au printemps? En fait, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Évidemment, la reine, c'est la clé. Sa qualité, son âge, la puissance de ses phéromones, ça change tout. Mais il y a aussi la façon dont la colonie a passé l'hiver. Est-ce qu'elle est sortie forte ou affaiblie? Et puis, bien sûr, les réserves de nourriture. Tous ces éléments mis ensemble expliquent pourquoi chaque ruche démarre sa saison à un rythme complètement différent. Et c'est là que ça devient critique. Si on décide de ne rien faire, de laisser la nature suivre son cours, on se dirige tout droit vers une double perte. D'un côté, les ruches les plus fortes vont essaimer et hop, on perd la moitié de la population. De l'autre, les ruches faibles vont continuer de stagner, elles ne produiront rien, bref, on perd sur les deux tableaux. C'est précisément pour éviter ça qu'il faut opérer un changement de mentalité. Il faut arrêter de penser à chaque ruche comme une entité isolée et commencer à voir le rucher comme un tout. La différence, elle est là. L'approche classique, un peu amateur, c'est de gérer ruche par ruche. On ouvre une ruche, on la referme, on passe à la suivante. Le pro, lui, il a une vision d'ensemble. Pour lui, le rucher est une seule et même unité de production. Et son but, c'est de la rendre la plus homogène possible. Alors, concrètement, comment on fait pour homogénéiser tout ça? La solution, c'est le transfert de cadres de couvain operculés. C'est simple, on prend de la force là où il y en a trop et on l'injecte là où ça manque. C'est littéralement une transfusion de vitalité d'une colonie à l'autre. La technique en elle-même est assez simple. D'abord, on repère un beau cadre de couvain bien dense dans une ruche forte. Ensuite, étape cruciale, on vérifie, on revérifie que la reine n'est pas dessus. Une fois qu'on est sûr, on prend ce cadre et on l'introduit dans la ruche faible, juste à côté de son propre couvain. C'est important pour que la grappe d'abeilles ne se divise pas. Et pourquoi est-ce qu'on choisit du couvain operculé? Ah, parce que c'est l'idéal. Premièrement, il n'a presque plus besoin d'être chauffé, donc ça ne fatigue pas la colonie receveuse. Deuxièmement, les naissances vont avoir lieu dans les jours qui suivent, donc c'est un boost de population quasi immédiat. Et enfin, ça ne stimule pas trop la fièvre d'essaimage, c'est vraiment le timing parfait. Alors maintenant qu'on sait comment faire, voyons un peu les bénéfices de cette stratégie, parce qu'ils sont vraiment nombreux et ça va bien plus loin que de juste sauver une petite colonie. C'est ce que j'appelle un scénario gagnant-gagnant. Pour la ruche forte, on baisse la pression, donc on retarde, voire on empêche l'essaimage. Pour la ruche faible, on lui donne un coup d'accélérateur incroyable. Et au final, on se retrouve avec un rucher beaucoup plus homogène, où toutes les colonies sont en pleine forme et prêtes à cartonner pour la grande mielée. Bien sûr, comme toute intervention, il y a des précautions à prendre. On ne fait pas ça n'importe comment. Il y a quelques règles d'or à respecter pour que l'opération soit un succès. La règle numéro 1, la plus importante de toutes. On ne transfère jamais, au grand jamais, de couvain d'une colonie qui semble malade. Ce serait le meilleur moyen de contaminer tout le rucher. Il faut aussi s'assurer qu'il n'y a pas de cellule royale sur le cadre qu'on prélève. Et bien sûr, on vérifie que la ruche receveuse a assez à manger et on fait attention à ne pas piller la ruche donneuse. On prend un cadre, parfois deux, mais pas plus. Cette phrase résume tout. L'idée, ce n'est pas de créer un nouveau problème ailleurs. Le but, c'est vraiment de trouver un équilibre global, de rendre le système plus stable et plus productif. Et ça m'amène au point final, à l'erreur la plus commune. L'erreur qui peut ruiner tous ces beaux efforts. Imaginez le scénario. Jour 1, on prend un cadre d'une ruche forte pour aider une faible. On est content, on a fait le job. Et puis, on oublie de retourner voir la ruche forte.
Une semaine passe. La colonie forte, à qui on a retiré un peu de population, peut se sentir un peu moins puissante. Elle peut décider de lancer des cellules royales au cas où. Et quelques jours plus tard, bam, c'est l'essaimage qu'on voulait justement éviter. C'est ça la grande leçon. Une ruche puissante, même si on la ponctionne un peu, reste une force qu'il faut continuer de gérer, de surveiller. Si on ne gouverne pas cette puissance, elle finit par se transformer en perte. Il faut absolument gérer les deux côtés de l'équation. Aider les faibles et contrôler les forts. En fait, au printemps, le rôle de l'apiculteur change radicalement. On n'est plus un simple observateur passif. On devient un véritable chef d'orchestre qui dirige les énergies de son rucher. L'apiculteur intelligent, c'est celui qui intervient. Il absorbe l'excédent de force chez les unes, il comble le déficit chez les autres. Et en faisant ça, il équilibre tout son cheptel pour qu'il soit au top de sa forme au moment le plus important, la mielée. Parce qu'il faut bien garder ça en tête. Au final, une bonne saison, ça ne se juge pas à la performance d'une seule ruche exceptionnelle. Ça se juge à la force moyenne et homogène de l'ensemble du rucher. C'est le rucher bien équilibré qui gagne la saison.